Salut à tous, c'est Maxime de la chaîne Bourse Solutions et on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la société Chevron. Alors cette vidéo n'est pas réservée à un public relativement expert dans le domaine. Si vous êtes vous aussi investisseur débutant, eh bien vous allez pouvoir apprendre quelque chose ici où on va vraiment détailler point par point les différentes métriques que nous regardons pour essayer de trouver les meilleures entreprises. Ensuite, on va aller jeter un coup d'œil aux estimations des analystes, ce qu'elles pensent de la croissance du chiffre d'affaires de cette entreprise. Et ensuite, on utilisera la calculatrice pour essayer de trouver un prix d'achat idéal pour réaliser un bon rendement. Donc, la société Chevron. Alors, l'action de cette entreprise s'achète actuellement à 166 $. Donc c'est une entreprise dans le domaine des énergies, puisque c'est une entreprise pétrolière. La capitalisation boursière de l'entreprise est de 310 milliards $. Et voilà, ce qui est extrêmement intéressant, et franchement j'ai été surpris quand je l'ai vu, c'est l'entreprise value, qui est lui de 301 milliards $. Donc cette différence, c'est quoi ? La capitalisation boursière, ça représente en fait si quelqu'un voulait acheter l'ensemble des actions en circulation pour posséder l'intégralité de l'entreprise, alors il devrait débourser 310 milliards $. L'entreprise value, c'est quoi ? Et bien en fait, c'est la capitalisation boursière auquel on rajoute la dette de l'entreprise et auquel on va soustraire l'ensemble des liquidités qu'elle possède du coup sur ses comptes en banque. Donc en fait la différence entre les deux ici, ça représente la dette nette de l'entreprise. Et donc si l'entreprise value est inférieure à la capitalisation boursière, alors c'est que l'entreprise n'est pas endettée. Et là où j'ai été surpris, c'est parce qu'on est quand même dans un domaine, donc une entreprise pétrolière, qui nécessite d'énormes coûts en fait normalement en termes de capitaux pour en fait déployer les différentes infrastructures qui vont permettre de réaliser les forages des puits pétroliers et ensuite l'ensemble des infrastructures qui vont permettre d'acheminer ce pétrole jusqu'au centre de raffinage. Donc franchement agréablement surpris par Chevron. Maintenant, on va regarder quoi ? Ces indicateurs de rentabilité. Et ce qu'on va vouloir, c'est que à la fois son ROA, donc le retour sur ses actifs, son ROE, ici le retour sur ses capitaux propres, et le ROIC, donc le retour sur ses capitaux investis, soient tous les trois supérieurs à 12%. Donc comme on peut le voir ici, et bien clairement il n'y a que le retour sur ses capitaux propres qui est supérieur à 12%, les autres, on est aux alentours ici, on est aux alentours des 6%. Donc là clairement, 2 points noirs pour l'entreprise. Nous vraiment, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'entreprise, pour chaque euro investi par l'entreprise, par exemple pour le ROIC, alors cette dernière va dégager 6 centimes de bénéfice, quoi. Donc c'est très faible. C'est très faible. L'entreprise distribue un généreux dividende de 3,6% donc au cours actuel. Et donc elle distribue du coup 8 milliards 32 de dividendes. Et ce qui va être important de voir, c'est est-ce que ce dividende est pérenne dans le temps. Et donc on va le comparer à la moyenne du free cash flow des 5 dernières années, qui est quasiment de 18. Donc là, comme on peut le voir, là il y a quasiment un ratio, plus que x2. Donc le payout ratio de l'entreprise là est inférieur à 50%. Donc ce qui est un bon point. Nous, c'est vraiment ce qu'on va rechercher. Une distribution du dividende inférieure à 50% du payout ratio afin que l'entreprise puisse utiliser une bonne partie de son free cash flow pour faire autre chose que de distribuer des dividendes. Au niveau des marges de l'entreprise, donc la marge brute est de cette année de 31%, et on peut voir ici au niveau des marges nettes, cette année de 14%, elle était au cours des 5 dernières années aux alentours des 8%, donc comme on peut le voir ici, une augmentation là importante des marges, de la marge nette de cette société. Maintenant on va regarder les résultats financiers de celle-ci. Donc
D'habitude, ce qu'on va regarder, ça va être juste ça. La croissance du chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années. Cependant, on est sur une entreprise dans le domaine des énergies, une entreprise pétrolière, donc qui va suivre un cycle en fonction du cycle économique. Et donc, vu que c'est une entreprise cyclique, 5 années, ce n'est pas assez suffisant pour pouvoir voir quelque chose en fait. Donc dans ce cas-là, en fait, on va juste augmenter la période sur laquelle on va regarder comment se comporte l'entreprise. Et donc on va passer en fait de 5 années à 10 années. Et donc là, comme on peut le voir, voilà, si on s'était focalisé sur les 5 dernières années, on se serait dit, oh là, croissance du chiffre d'affaires, super. En revanche, là sur 10 ans, et on peut voir qu'en 2014, la société ici générait 217 milliards de dollars et cette année, elle en a généré 214. Donc, comme on peut le voir, en fait, par rapport à il y a 10 ans, le chiffre d'affaires de la société est stable, voire en légère diminution. Et c'est normal du coup, vu que, comme je vous l'ai dit, on va suivre un cycle économique. On arrivait en fin de cycle, sûrement vers 2013-2014, ça commence à baisser, hop, ça remonte, ça redescend, et là ça remonte. Et là, voilà, ce que vous devez voir ici, très important, c'est qu'ici en 2023 et 2022, regardez cette envolée comparée à 2021. Là, il y a quasiment un x2. Là, le chiffre d'affaires de l'entreprise a quasiment fait un x2 en 2 ans, en 1 an. Et ça, en fait, c'est lié à quoi ? C'est lié à l'envolée du prix du baril du pétrole. Donc voilà, donc le chiffre d'affaires est stable au cours des dernières années. Ok, comment se comporte lui maintenant le résultat net ? Le résultat net, quant à lui, il est passé ici en 2014 de 20 milliards à cette année 30 milliards. Donc on a une augmentation de 50% du chiffre d'affaires, du résultat net, ce qui est exceptionnel. Et comment cela est possible alors que le chiffre d'affaires est lui stable ? C'est tout simplement que l'entreprise a réussi à réduire, à optimiser ses coûts ici, ce qui du coup lui permet d'avoir une marge nette, comme on a pu le voir cette année, qui est passée de 8 à 14, une marge nette plus importante. Donc ça, c'est un bon point pour l'entreprise, très bon point. Maintenant, on va regarder comment se comporte le bénéfice par action. Donc là, le bénéfice par action est passé quant à lui de 10,56$ à 15,85$. Donc là, on retrouve plus ou moins en fait notre augmentation là, du résultat net de 50%. Donc qu'est-ce que cela veut dire ? Juste en regardant ça, je sais déjà qu'au niveau, maintenant on va regarder en fait le nombre d'actifs en circulation, c'est la prochaine métrique que nous allons voir. Je sais que cette métrique au cours des 10 prochaines années va être quasiment stable. Parce que si le résultat net a été augmenté de 50% en 10 ans, et que le bénéfice par action a lui été aussi augmenté d'environ 50% en 10 ans, alors le nombre d'actions en circulation est relativement stable. Et comme on peut le voir, c'est bien le cas ici. Il est passé de 1,89 milliard actions en circulation à 1,87 milliard. Donc voilà, donc là c'est un bon point pour l'entreprise. Parce que nous, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment en fait qu'au fil des années, donc ici, ce nombre d'actions en circulation soit stable ou autrement qu'il soit en diminution. Donc là, il est légèrement en diminution, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment se comporte le free cash flow, qui est une des métriques les plus importantes, elle aussi. Et ce qu'on va vouloir, c'est une croissance du free cash flow, pareil, au cours des 10 dernières années. Et donc on va aller juste ici. Et donc le free cash flow, qui était négatif en 2014, donc l'entreprise, ça veut dire qu'en 2014, l'entreprise perdait de l'argent. Comparé à là, 2023, où elle réalise 25 milliards de dollars. Donc là, c'est un bon point pour Chevron. Et pourquoi le free cash flow, en fait, il est très important ? Ça va être vraiment, en fait, le sang de l'entreprise. Parce qu'avec le free cash flow, l'entreprise va pouvoir réaliser 5 choses. Elle va pouvoir, si elle le souhaite, distribuer des dividendes. Elle va pouvoir racheter ses propres actions. Elle va pouvoir rembourser ses dettes. Elle va pouvoir autrement réinvestir
cet argent dans la société, ou autrement, elle va pouvoir réaliser des acquisitions, donc en achetant d'autres entreprises. Donc il est important que ce free cash flow soit en croissance d'année en année. Bon là, comme c'est un domaine cyclique, c'est plus compliqué, mais il faut que la moyenne soit toujours positive. Maintenant, ce qu'on va vouloir voir, c'est est-ce que la dette de l'entreprise est maîtrisée? Parce que dans les moments de récession, en fait, les entreprises qui sont le plus endettées auront moins de chances de survivre et donc de faire faillite. Et nous, ce qu'on ne veut pas lorsqu'on réalise un investissement, c'est que l'argent qu'on a investi arrive à zéro. Donc, pour voir si la dette est plus ou moins maîtrisée, on va regarder ici le free cash flow au cours des 5 dernières années, la moyenne au cours des 5 dernières années, qui est de 18 milliards. Et on va la multiplier par 5. Pourquoi par 5 ? Tout simplement parce qu'on veut que la dette à long terme puisse être remboursée en moins de 5 années. Donc j'ai fait le petit calcul ici, on arrive à quasiment 89 milliards. Donc, si on retourne, on n'est jamais allé pour l'instant sur le bilan comptable, on va vouloir que la dette long terme puisse être remboursée, soit inférieure à, combien on a dit déjà, 89 milliards de dollars. Et donc ici, c'est bel et bien le cas, la dette long terme est de 61 milliards de dollars. Le point où je veux que vous fassiez quand même relativement attention, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise dans un domaine cyclique. C'est-à-dire, et là actuellement, on va dire que nous arrivons sur une fin de cycle. L'économie se portait super bien. L'inflation a augmenté à un niveau très important. Et donc du coup, qu'est-ce qu'essayent de faire les banques centrales ? Elles augmentent les taux directeurs pour essayer de ramener cette inflation à leur objectif de 2% par an. Donc, en réalisant ça, ça devrait entraîner normalement une récession. Qui dit récession dit, pour les entreprises comme Chevron, du coup, une diminution de son chiffre d'affaires et donc aussi de ses marges. Donc, il y a fort à parier que cette moyenne du free cash flow sur les 5 dernières années soit un peu biaisée et qu'au cours des 5-10 prochaines années, cette moyenne soit inférieure à ce qu'on pouvait voir ici. Donc, faites attention à ça. Donc voilà. Donc maintenant, on va aller voir ce que prédisent les analystes pour les prochaines années. Donc, comme on peut le voir ici, au niveau du bénéfice par action, les analystes estiment qu'au cours des 5 prochaines années, celui-ci va être stable. Vous voyez, même légèrement en diminution. En revanche, au niveau du chiffre d'affaires ici, on peut voir une décroissance, importante du chiffre d'affaires. Donc comme je vous l'ai dit, on arrive en fin de cycle, il y a fort à parier que le chiffre d'affaires descende, parce qu'en arrivant en fin de cycle, les entreprises, vu que pour se financer, elles ont besoin de faire appel à de la dette, vu que les taux directeurs sont élevés, alors pour emprunter, ça va leur coûter plus cher. Vu que ça va leur coûter plus cher, ça va rogner sur leur marge. Vu que ça va rogner sur leur marge, les entreprises vont être obligées de licencier des employés. Vu que des employés vont être licenciés, alors ces derniers, il y aura plus de personnes au chômage, donc moins de personnes à acheter les produits et services des entreprises qui vont elles-mêmes réduire leur chiffre d'affaires et on va arriver comme ça dans un cercle vicieux. Donc, où je voulais en venir là-dessus, c'est que, ok, oui, on prévoit une décroissance du chiffre d'affaires, mais c'est très compliqué en fait à savoir à quel pourcentage, du simple fait aussi qu'il y a on va appeler ça entre guillemets, les cartels du pétrole qui se mettent eux aussi d'accord sur le nombre de barils qu'ils vont produire chaque jour. Et en décidant régulièrement sur une augmentation ou une diminution du nombre de barils, ils vont pouvoir jouer eux aussi sur le prix de ce dernier. Donc
Les entreprises comme ça pétrolières, c'est très compliqué honnêtement à analyser. On va quand même le faire avec vous. On va aller sur notre calculatrice. On va réaliser donc comme d'habitude. Hop, ici j'ai pas mis mon truc. Mince. Voilà, on va réaliser comme d'habitude des estimations sur 10 ans. Avec pareil, des estimations relativement faiblardes, des estimations OK et des estimations ici hautes. Je vais être honnête avec vous, j'en ai foutrement pas la moindre idée à quelle vitesse le chiffre d'affaires va pouvoir décroître. Donc j'ai mis des chiffres complètement ici au hasard, honnêtement. Même au niveau des marges, comme je vous l'ai dit, les marges ça va jouer principalement sur le prix du baril en fonction de ce qui sera décidé lors des réunions de l'OPEP. Donc je sais pas, honnêtement j'ai mis 4, 6, 8%, mais ça pourrait être plus, j'y crois pas trop, mais ça pourrait être moins. Honnêtement j'ai mis des chiffres complètement au hasard, honnêtement. On va appuyer quand même ici sur le bouton analyser pour voir à quoi ça va correspondre. Donc voilà, comme on pouvait s'attendre, hein, des chiffres ici, des chiffres relativement très faibles. Qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique tout simplement que si les estimations ici les plus faibles se réalisent et que vous souhaitez réaliser un rendement de 12% par an, alors il faudrait acheter l'action à 26 $. Si en revanche vous pensez qu'au cours des 10 prochaines années, c'est les estimations les plus hautes qui se réaliseront et que vous souhaitez réaliser un rendement de 15% par an, alors vous pourrez acheter l'action aux alentours des 66 $. Et qu'est-ce que nous indique en fait les rendements tout en bas là? Il nous indique simplement que si vous achetez l'action à son prix actuel ici, donc de 166 $ par action, alors si les estimations ici les plus faibles se réalisent au cours des 10 prochaines années, alors vous aurez un rendement négatif de 14% par an. Si c'est les estimations les plus hautes qui se réalisent au cours des 10 prochaines années, alors vous aurez un rendement uniquement de 1% par an. Donc honnêtement, si vous êtes un investisseur de toute façon expérimenté, vous savez très bien ce que vous faites, donc vous n'avez même pas à suivre ce que j'ai mis ici. Par contre, si vous êtes un investisseur débutant, n'essayez même pas d'aller chercher des rendements sur des entreprises comme ça, cycliques, pétrolières. C'est des entreprises qui sont très compliquées à analyser parce qu'elles suivent un cycle économique et il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu, donc honnêtement, juste passez votre tour sur ce type d'action. Donc, dans tous les cas, donc, j'espère que vous avez apprécié quand même cette vidéo, au moins la façon dont nous regardons les différentes métriques pour savoir si oui ou non une entreprise est de bonne qualité. Si vous avez des questions du coup sur ces métriques, n'hésitez pas à les poser, ça sera avec plaisir qu'on y répondra. En revanche, si vous avez des questions sur les résultats, surtout voilà ici là, les résultats que j'ai mis ici, honnêtement ça sert à rien que vous les posiez parce que comme je vous dis c'est complètement aléatoire ce que j'ai mis, c'est vraiment des suppositions mais à la louche, donc voilà, faut vraiment pas y prêter attention. Donc voilà. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner. On réalise des analyses d'entreprises 2 fois par semaine. On va peut-être même augmenter ce nombre. Donc voilà, abonnez-vous pour pas louper les prochaines analyses d'entreprises. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était Maxime. Ciao.